Europod. Éveille ta ville. Le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition. Vous voulez contribuer à protéger la planète, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Hildegarde. Et moi, c'est Kelly. Nous sommes journalistes et pendant 5 mois, on a parcouru l'Europe en transport en commun. Notre objectif, documenter des solutions concrètes pour faire face aux crises écologiques et sociales et leur permettre de traverser les frontières. De l'Allemagne au Portugal, en passant par l'Italie, l'Espagne et la Roumanie, on vous emmène à la rencontre de citoyens, d'associations, de chercheurs, d'entreprises et d'institutions qui façonnent les villes de demain. Eh bien ça y est, les 20 épisodes de la première saison d'Éveille ta ville sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, mais après plusieurs mois dans vos oreilles, on n'avait pas envie de vous quitter comme ça. Alors on vous a préparé quelques reportages bonus, dans un format un peu différent. Alors d'habitude, ce sont nos 2 voix qui vous emmènent à la découverte de ces initiatives, mais en réalité, derrière chaque reportage, il y a aussi l'énorme travail que fournit Rémi. Salut, oui, en tant que monteur son, c'est moi qui ai monté les reportages que vous avez écoutés ou que vous écouterez. Ouais, tu as aussi une autre casquette. Oui, je m'occupe aussi de tout ce qui est logistique. J'ai planifié nos trajets en transport en commun pendant ces 5 mois d'itinérance. J'ai fait en sorte qu'on fasse les trajets les plus cohérents pour avoir le bilan carbone le moins élevé possible. Croyez-moi, ce n'était pas toujours évident. Mais avec Hildegarde et Kelly, ça nous a permis de découvrir beaucoup de petites astuces que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Oui, dans le dernier épisode d'Éveille ta ville, on vous a présenté des solutions pour rendre vos villes plus favorables aux mobilités douces et sortir du tout voiture. Alors dans la continuité, on a eu envie de vous livrer tous nos petits secrets pour voyager sans avion et sans se ruiner. Restez avec nous si vous voulez découvrir tous nos bons plans. Déjà, avant de vous expliquer comment faire, parlons un peu du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de ne pas prendre l'avion pour réaliser ces podcasts ? Alors la question, elle est légitime, puisqu'en 5 mois d'itinérance, on a passé plus de 125 heures dans les transports en commun, auxquels il faut ajouter encore quelques dizaines d'heures de correspondance. En tout, on a pris 10 trains, 5 bus, pour un total, attention, de 6720 km. Alors évidemment, ces trajets, ils auraient été beaucoup plus simples et plus rapides en avion. Pour vous donner un exemple, rejoindre la Roumanie en train depuis l'Italie, ça nous a pris environ 40 heures de trajet, à peu près 3 jours de voyage complet avec les correspondances. Alors qu'en avion, ça aurait été réglé en un vol de 2h20. Mais malgré sa rapidité, l'avion n'est pas compatible avec les valeurs que l'on défend dans le podcast. Faire des reportages sur des initiatives en faveur du climat, ça nous aurait paru aberrant en prenant l'avion tous les mois. On vous donne quelques ordres de grandeur pour bien se rendre compte. Oui, effectivement, il suffit d'un seul vol long courrier pour brûler le quota d'émissions qu'un individu est censé émettre en 1 an, pour respecter les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique définis par l'accord de Paris. Dit autrement, un aller-retour Paris-New York, à lui seul, explose la limite de 2 tonnes max d'émissions d'équivalent CO2 qu'un Français est censé émettre par an, dans tous les domaines confondus, pour limiter le réchauffement à 1,5 degré à la fin du siècle. À savoir que pour le moment, on est encore très loin des 2 tonnes par personne. L'empreinte carbone moyenne des Français se situe plus autour de 10 tonnes d'équivalent CO2 annuel. Votre attention, s'il vous plaît. Les passagers Donc, du vol ce voyage que l'on 113 s'accorde comme un petit plaisir en se disant que c'est juste une fois par an, on voit bien qu'il peut ruiner tous les gestes écolos effectués le reste de l'année. Trier ses déchets, économiser l'eau, réduire sa consommation de viande, c'est super, c'est important, et il faut continuer de le faire. Mais ça ne permet pas du tout de compenser les émissions de l'avion. Ce ne sont pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Si vous avez en ce moment un trajet d'avion prévu et que vous voulez vous rendre compte de ce qu'il représente en termes d'émissions, on a une astuce pour vous. Vous pouvez déterminer en 3 clics l'empreinte carbone de votre trajet sur le calculateur développé par Thomas Wagner, le fondateur du site d'information Bonpote. Il est gratuit, open source et a l'avantage de prendre en compte des critères que d'autres calculateurs oublient parfois, alors qu'ils sont très importants. Je pense par exemple aux traînées de condensation, les fumées blanches que les avions laissent dans le ciel sur leur passage et qui ont un effet très réchauffant sur le climat. Et puis, outre la question du CO2, il y a aussi toute une question de justice sociale. Oui, vous vous en doutez, l'avion c'est un luxe que la majorité des gens ne peuvent pas se permettre. À l'échelle mondiale, en fait, c'est 80 à 90% des êtres humains qui ne sont jamais montés dans un avion. En ça, l'avion incarne parfaitement les inégalités climatiques. Ceux qui le prennent vont dans des endroits au climat clément et détruisent ainsi le climat de ceux qui ne le prennent pas. Une stat que je trouve très parlante, c'est que seulement 1% de la population mondiale représente 50% des émissions du secteur aérien.
C'est un bon exemple de la situation générale où ce sont les populations les plus aisées qui émettent le plus, tandis que les plus pauvres sont aussi les premières victimes du changement climatique. Parce que, oui, vous le savez, le dérèglement climatique, il augmente la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les vagues de chaleur, les sécheresses, les tempêtes, les ouragans, les inondations. Bref, autant de phénomènes destructeurs qui touchent le monde entier, mais particulièrement les pays dits du Sud, qui ont moins d'infrastructures et de moyens pour y faire face. Et voilà pour ce bref panorama de ce que représente l'avion écologiquement parlant. Alors je précise qu'on ne fait pas ce podcast pour vous culpabiliser. Moi-même, j'avoue que j'ai beaucoup utilisé ce mode de transport avant de développer la conscience écologique que j'ai aujourd'hui. Je n'ai donc aucune leçon à vous donner. L'idée, je vous le dis, ce n'est pas de faire la morale, mais de vous présenter notre démarche et les faits sur lesquels on se base pour faire nos propres choix de mobilité, afin que vous puissiez faire les vôtres en votre âme et conscience. Vous l'avez compris, pour faire un voyage qui est un minimum durable, il faut oublier l'avion et redescendre sur le plancher des vaches pour se tourner vers d'autres modes de transport en commun. Car oui, pour 1 km et pour un passager, l'avion est 40 fois plus polluant que le TGV, selon l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Maintenant qu'on a dit ça, rentrons dans le cœur du sujet. Comment faire pour voyager sans avion et avec un petit budget ? De notre côté, pour 5 mois de voyage en transport en commun en Europe, on a payé environ 950 € par personne. Et dans cette somme, on compte tous les trajets intérieurs qu'on a fait au sein des villes où on habitait, tous les déplacements pour se rendre au reportage à Troyes. Si on avait pris l'avion, on estime qu'on aurait payé 1315 € par personne, sachant que 2 d'entre nous auraient dû prendre des bagages en soute. C'est un calcul approximatif. En réalité, on aurait sans doute payé bien plus cher, car certaines villes où on s'est rendu n'avaient pas d'aéroport. Il aurait donc fallu ajouter un trajet en bus ou en train au billet d'avion. Effectivement, le train est parfois moins cher que l'avion au final, même quand le prix des billets semble indiquer le contraire. Déjà, on enlève le coût de la navette à réserver pour se rendre à l'aéroport. Les gares sont beaucoup mieux desservies par les transports en commun que les aéroports. Et je ne vous parle même pas du prix du taxi, voire du parking, si vous choisissez de vous rendre à l'aéroport en voiture. Oui, quand vous voyez un alléchant Paris-Beauvais-Dublin à 30 €, sachez que la navette pour vous emmener de la capitale française jusqu'à cet aéroport très excentré vous coûtera aussi cher que votre vol aller-retour. On passe vite du simple au double. Et ça, c'est sans compter les bagages. Parce que les compagnies low cost font exprès de ne vous autoriser à voyager qu'avec un sac miniature et font ensuite leur beurre sur l'ajout de bagages pour les personnes qui dépassent. Le voyage en train de nuit, lui, vous permet aussi d'éviter de payer un hébergement. Vous dormez allongé dans un vrai lit plutôt qu'assis et coincé au milieu d'autres passagers. Et puis si on considère que le temps c'est de l'argent, avec le train vous n'êtes pas obligé de vous lever aux aurores et d'arriver 4 heures avant le départ de votre moyen de locomotion pour poireauter sur un siège inconfortable. Avec le train ou le bus, 15 minutes d'avance suffisent généralement. Voilà déjà pas mal d'économies en perspective, mais on a aussi d'autres petits conseils pour vous aider à payer moins cher. Déjà, bien sûr, il y a les cartes de réduction. Vous avez énormément d'offres de cartes régionales SNCF. Vous avez des cartes pas chères, gratuites, certaines même qui permettent de voyager gratuitement avec vos enfants. Vous avez aussi bien sûr la très célèbre carte jeune SNCF pour les moins de 28 ans, et on vous conseille d'attendre les promos parce qu'elle passe régulièrement de 49 € à 25 environ, ce qui fait qu'elle est assez rapidement amortie. Pensez aussi, lorsque vous voyagez à l'étranger, à regarder s'il n'y a pas des tarifs jeunes ou étudiants. Alors ces cartes, elles vous permettent de payer moins cher, mais sachez que votre billet de train peut carrément atteindre un prix minime si vous avez un peu de temps devant vous. Car sur la plupart des lignes où circulent les TGV, il existe des initiatives moins onéreuses, majoritairement des TER, des trains régionaux. Vous pouvez, par exemple, emprunter ce chemin de traverse sur l'axe Paris-Strasbourg, Paris-Lyon ou Paris-Le Mans. Vous pouvez alors vous en sortir pour 10 € sur un Lille-Paris si vous acceptez de le faire en 2h10 plutôt qu'en 1 heure, le temps habituel du TGV. Bonne nouvelle, la SNCF développe de plus en plus cette offre. Pensez aussi au train Ouigo, il roule à petite vitesse, mais aussi à petit prix. Si vous voyagez de la France vers l'étranger en train, oubliez SNCF Connect. Comme la SNCF ne propose que les trains qu'elle exploite elle-même, vous paierez beaucoup moins cher votre Paris-Berlin en le réservant sur le site de la Deutsche Bahn, la compagnie nationale allemande, qui compare parmi un plus large éventail de choix. Alors maintenant, on va vous recommander quelques sites pour définir son itinéraire et trouver les meilleurs trajets. Déjà, on pense tout de suite à Omio et Trainline. C'est des plateformes qui vous permettent de déterminer un itinéraire et qui sont connectées à de nombreuses compagnies ferroviaires européennes, principalement en Europe de l'Ouest. Ça permet de réserver un trajet sur plusieurs pays en une seule fois.
C'est des plateformes qui sont vraiment avantageuses pour trouver un itinéraire au meilleur prix. Petit bémol, il y a parfois des frais à régler quand on passe par ce comparateur en supplément, mais qui sont assez faibles. On vous expliquera un peu plus tard pourquoi ça peut valoir le coup de payer un peu plus. Bon, il y a aussi Google Maps. C'est un GAFAM et on n'en est pas très fan ici, mais il faut dire que c'est pratique. Il permet de trouver un itinéraire, de découvrir les différentes compagnies de transport à l'étranger, mais il n'indique pas le prix. Le point fort, c'est évidemment qu'on peut visualiser facilement le trajet sur une carte et avoir également accès aux horaires de bus. Molo vous permet de trouver un itinéraire en train pour les destinations les plus prisées d'Europe, tout en se renseignant sur la culture et le patrimoine de la ville visée. Vous pouvez aussi consulter les avis de la communauté sur tel ou tel trajet. Ourail, c'est dans le même style. C'est un site de conseil d'itinéraire en train pour les principales destinations en Europe. Il y a une partie blog avec des articles très intéressants. Je pense notamment à leur guide ultime pour réserver tous les trains en Europe. Une petite pépite. Il y a aussi des témoignages de voyageurs bas carbone qui parlent de leurs aventures. Et puis je vous en parlais tout à l'heure, il y a aussi le site de la Deutsche Bahn, la compagnie ferroviaire allemande. C'est un site qui recense la plupart des trains d'Europe et qui est très bien renseigné et simple d'usage. Il y a aussi une option que je trouve très pratique, c'est qu'il permet d'indiquer jusqu'à 2 arrêts intermédiaires sur son trajet, pour ajouter des escales d'1 ou plusieurs jours, et ainsi se permettre de visiter une ville en chemin. On peut aussi filtrer les trains où il est possible d'amener son vélo, n'afficher que les trajets les plus rapides, ou encore les trajets sans correspondance. Bref, c'est un site très pratique, surtout pour les voyages en Europe de l'Ouest et en Europe centrale. Il y a aussi CFL, une bonne alternative à la Deutsche Bahn. Le site ne permet pas d'acheter les tickets, mais il permet de tracer un itinéraire. C'est pratique car il recense les horaires théoriques de tous les trains d'Europe. Attention, théorique car il faut vérifier le jour même s'il n'y a pas de retard. Et puis on va finir avec le petit chouchou de Rémi, vraiment si vous le voyez derrière l'ordi, il est forcément sur ce site. Attention, je sors mon meilleur accent anglais. The Man in Seat 61, l'homme dans le siège 61. Ce site, c'est un ovni. Il a été créé par un ancien employé de chemin de fer britannique pour aider les gens à voyager en train en Europe et maintenant dans le monde entier. En plus de vous aider à définir votre itinéraire avec une minutie incroyable, ce passionné de train documente tout ce qu'il est possible de savoir sur le trajet que vous allez emprunter. Vous allez carrément pouvoir trouver le plan des wagons, des photos des cabines, des commentaires sur la propreté, l'accès à des prises, la qualité du repas, le nombre de jours d'avance auquel il est possible de réserver un ticket pour ce train, etc. Bref, une mine d'informations ahurissante qui nous a fait économiser pas mal d'argent. Vous allez me dire, on a beaucoup parlé de trains, mais on n'a pas encore évoqué les trains de nuit. C'est parce qu'il n'y a pas vraiment de règles définies. Il n'y a pas de site qui regroupe toutes les offres de trains de nuit. Par contre, nous, on vous conseille les sites de la Deutsche Bahn, la DB, ou OBB, le site des chemins de fer autrichiens, et tous les deux vendent des billets pour la majorité des trains de nuit en Europe de l'Ouest et en Europe centrale. Attention toutefois à les réserver le plus longtemps possible à l'avance, parce que les prix peuvent grimper très vite à l'approche du départ. Les avantages des trains de nuit, ils sont très nombreux. Ils vous permettent de faire des grandes distances en un seul trajet, parfois sans correspondance. Et puis c'est une vraie aventure. Se réveiller au milieu des forêts verdoyantes des Carpates. Pendant notre trajet entre Cluj-Napoca et Iași, en Roumanie, c'était juste magique. Alors maintenant, une question qui vous taraude peut-être, c'est qu'est-ce qui est le mieux ? Est-ce qu'il vaut mieux réserver son voyage en une fois sur un seul site ou réserver chaque transport à l'unité sur plusieurs sites ? Explique-nous Kelly. Alors pour les voyages simples, à l'intérieur d'un même pays ou relativement direct, on conseille de passer par la compagnie du pays. Tandis que pour un voyage plus complexe, avec beaucoup de correspondances, mieux vaut tout réserver en même temps. Pourquoi ? Car en cas de train supprimé ou de correspondance ratée, la compagnie fautive devra faire en sorte que vous atteigniez votre destination, celle qui est indiquée sur votre billet, et pas plus loin. Vous serez donc bon pour acheter de nouveaux billets et terminer votre trajet à vos frais. Alors là, ça fait un petit moment qu'on parle du train et d'Europe, et normalement, il y a un mot qui vous vient tout de suite en tête, c'est Interrail. Alors Rémi, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça se passe quand on prend un pass Interrail. Interrail, c'est parfois économique, en tout cas c'est très pratique. Le principe, on achète un pass qui comporte un certain nombre de jours de voyage. Lors des jours de voyage de minuit à 23h59, on peut emprunter librement la plupart des trains et quelques ferries. C'est simple pour s'organiser, il n'y a pas à s'inquiéter des prix qui augmentent. Il faut juste qu'il reste des places. Ce n'est pas toujours le plus économique en fonction de l'avance que l'on prend pour réserver et les pays où l'on est. Les trains en Roumanie sont très peu chers par exemple. Il faut juste penser à réserver en avance puisque parfois le placement n'est pas compris. Et justement, ça m'évoque quelques petites remarques en vrac sur le voyage en train que j'avais envie de vous partager.
Déjà, comme Rémi l'a mentionné avec l'exemple d'Interrail, à l'étranger, les réservations de sièges ne sont pas toujours incluses dans le prix des billets, contrairement à ce dont on a l'habitude en France, donc il faut faire attention. Dans les autres pays, vous avez aussi des retards qui sont plus fréquents que chez nous, donc attention à ne pas être trop optimiste sur vos temps de correspondance. Je vous conseille aussi de vous souvenir qu'il y a parfois plusieurs gares dans une même ville. Alors ça peut vous paraître très bête dit comme ça, mais sachez qu'il nous est déjà arrivé dans un précédent podcast en Italie de nous trouver bien dépourvus à Turin quand on a dû courir une demi-heure à travers la ville pour ne pas rater notre correspondance qu'on avait réservée dans une gare différente de celle de notre arrivée. Et aussi un indicateur important qui peut varier en fonction des pays, c'est la vitesse des trains. Vous avez des compagnies qui sont plus lentes parce qu'ils ont des reliefs géographiques notamment plus complexes à traverser. Par exemple, nous, quand on est arrivé en Roumanie, le temps de transport s'est significativement allongé pour une même distance, parce que, hormis sur quelques axes à grande vitesse autour de la capitale, Bucarest, la plupart des trains ont une vitesse qui est assez faible, entre 40 et 75 km/h. Je parlais donc de vitesse, et ça m'offre une transition idéale pour aborder la question du confort. On nous demande souvent qu'est-ce que vous avez préféré, le bus ou le train, donc on vous partage un petit peu notre ressenti. En termes de confort, on a trouvé les voyages en train très confortables. Bon, perso, j'ai un peu de mal à dormir dans le bus. Une nuit, ça va, mais j'avoue que j'en ferai pas 2 d'affilée. Après, en bus, certains trajets sont parfois plus directs et évitent d'avoir à faire autant de correspondances qu'on peut en faire avec le train. Moi, j'aime bien les trajets simples, les plus directs possibles, donc je trouve que prendre le bus peut enlever une charge mentale par rapport au train. Et en termes d'attitude, avec Hildegarde, on a une théorie. Peu importe le bus, le trajet et l'heure, vous aurez toujours quelqu'un pour regarder TikTok à fond, pour appeler toute sa famille en hurlant et manger des chips au fromage odorante. C'est une théorie très sérieuse à tester par la science, bien sûr. Au niveau de la fiabilité, je trouve qu'il est plus dur de repérer quel bus prendre plutôt que quel train prendre. Pour les trains, c'est simple. Vous avez une gare, avec dans cette gare un quai, et dans cette gare également un panneau d'affichage avec la liste des trains. Pour les bus, il n'y a pas toujours de gare routière. Des fois, ça peut être un arrêt un peu random, quelque part dans la ville, sans indication vraiment, vraiment précise, à des endroits très isolés. Très isolé, oui, très random. On peut dire ça. Il y a plus de villes desservies en bus qu'en train. Certains trajets sont très mal reliés en train. Par exemple, si on veut passer de Salamanque en Espagne à Coimbra au Portugal. En train, il faut faire un grand détour avec au moins 5 correspondances. En bus, c'est tout droit et c'est 5 heures. Le bus permet d'avoir un nombre limité de correspondances pour les grandes distances. Par exemple, on n'a pas besoin de changer de bus entre Poitiers et Coimbra. Mais Kelly, question pris, on prend plutôt le bus ou plutôt le train ? Alors le bus en général, c'est le moyen de déplacement le moins cher par rapport à l'avion et au train. Et ça même si on retrouve moins de cartes de réduction et de tarification réduite. Effectivement, le bus est moins cher, mais il est aussi souvent plus chronophage. Pour trouver les meilleurs prix, vous pouvez utiliser des comparateurs comme Comparabus, Quelbillet ou TicTatrip. Si vous voulez faire encore plus d'économies, achetez le trajet que vous aurez trouvé directement sur le site de la compagnie pour éviter que le comparateur ne prenne des frais. Donc voilà, on a parlé des différences de confort, d'attitude entre le bus, le train, mais aussi des différences de prix. Et qu'en est-il des différences d'émissions d'un point de vue écologique ? Alors, le bus, en fait, il génère en moyenne 6 fois moins de CO2 par passager qu'un vol court courrier et 5 fois moins qu'une voiture avec un seul passager à bord. Il est donc plus polluant que le train, mais ça reste une bonne alternative à la voiture individuelle. Pourquoi ? Parce qu'il a évidemment la capacité de transporter beaucoup plus de monde, mais il a aussi une vitesse réduite sur l'autoroute, ce qui lui permet d'émettre moins de gaz à effet de serre. En général, on dit qu'un bus remplace une 30aine de voitures sur la route. Jusqu'à maintenant, on a plutôt donné des conseils sur comment acheter, quel transport prendre, etc. Mais on tenait aussi à vous donner quelques anecdotes sur les transports. Il faut savoir qu'il y a un espacement des rails différent entre l'Espagne et la France. Les rails sont plus écartés en Espagne parce que les Espagnols avaient peur des invasions françaises lors de la construction du réseau ferré dans la seconde partie du 19e siècle. Concrètement, ça fait que sur certains trajets, il faut descendre du train pour prendre un autre train. Ouais, parce que les rails sont pas de la même taille, du coup, ça communique pas en fait entre France et Espagne, c'est ça ? Tout à fait. On peut aussi passer d'une ville à l'autre, par exemple, passer de Hendaye à Irún. Mais t'as pris le bus ou t'as fait comment déjà ? J'ai passé la frontière à pied en marchant 40 minutes. Original. Alors pour les trains roumains, malheureusement, ils sont très lents. Mais par contre, c'est agréable pour admirer le paysage, par exemple.
Et on a aussi eu quelques soucis avec les bagages, car dans le train, il n'y a pas vraiment de compartiment pour les ranger, malheureusement. Et donc, on a dû garder nos grosses valises avec nous pendant tout le trajet. Ouais, juste pour vous donner le contexte, on voyage avec tout le matériel sonore, le matériel photo, et de quoi s'habiller quand même un minimum pendant 5 mois, quoi. Donc voilà, on pouvait pas se permettre un tout petit backpack. Et pour rester sur la Roumanie, on a aussi remarqué que les Roumains adorent la culture française. Et dans le train, on a eu droit à des petites musiques de Patrick Sébastien. Et ce trajet durait 10 heures, donc comment vous dire qu'on a fait tous ces albums, quoi. Voilà, et dernière petite anecdote logistique, on a eu des petits soucis de billets de train et il a fallu les faire changer. Donc on a essayé de joindre la compagnie roumaine par téléphone. Et alors autant mon prénom Hildegarde avec une orthographe hyper originale, aucun souci. Par contre, Rémi, il s'est appelé René sur ses billets jusqu'à la fin du trajet. Impossible de leur faire comprendre autrement. Bon voilà, on vous a donné un bon paquet d'astuces et de réflexions sur les transports alternatifs à l'avion pour voyager d'une façon moins polluante. De notre côté, on est en perpétuelle réflexion sur notre rapport au voyage, et on essaie de redéfinir nos imaginaires autour de ça. Déjà, on cherche à sortir de l'idée automatique que déplacement pro ou vacances est forcément égal à avion. Pour rappel, 40% des Français ne sont pas partis en vacances à l'été 2023 faute de moyens. De quoi nous rappeler que prendre l'avion pour ses congés, c'est déjà une préoccupation très élitiste. Et puis avec la situation d'urgence écologique à laquelle on est confronté, on peut se demander si c'est vraiment raisonnable d'aller au bout du monde pour des vacances d'une semaine ou pire, d'un gros week-end. C'est ça, on peut se demander, est-ce qu'on est sûr d'avoir les bonnes priorités quand on a notre planète qui part en flammes, et de façon très littérale, vu les méga-feux qu'on se tape tous les étés. Je pense que non, et qu'en général, il faudrait réinventer notre rapport à la fois au voyage, mais aussi à la distance. Il faudrait réhabiliter le voyage du temps long, le voyage de l'incertitude, de critères qui permettent l'éclosion de l'aventure au sein du voyage. Parce que le train et le bus, ils nous permettent de garder la notion de distance parcourue, d'observer les changements du climat pendant qu'on voyage, de se reconnecter au paysage. Et pourquoi est-ce qu'on voyage, si ce n'est pour se sentir dépaysé ? Alors que l'avion, lui, il nous téléporte d'un point A à un point B sans transition. Le train et le bus nous font commencer le vrai voyage. Le déplacement dans le paysage qui s'observe, qui se ressent, qui s'expérimente à l'échelle humaine. Et puis, je sais pas pour vous, mais la notion d'effort et d'accomplissement, elle compte de plus en plus pour moi avec le temps, dans le souvenir que va me laisser le voyage. Vous le savez, si vous avez déjà fait une rando dans votre vie, il y a une grande sensation d'accomplissement à arriver à destination après des heures de marche pénible, à contempler la vue depuis un sommet que vous aurez gravi vous-même à pied. Voilà, essayez de penser à cette émotion et demandez-vous, est-ce que vous auriez expérimenté une telle joie si c'était un hélicoptère qui vous avait juste déposé au bout du parcours en 15 minutes ? Je ne pense pas. Avec Rémi, là, en enregistrant cet épisode, on revient tout juste d'un trek de 4 jours en Bretagne et ça n'aurait eu aucun sens si c'était un véhicule ou un hélico qui nous avait déposé au point d'arrivée. Le trajet pour arriver au point d'arrivée, c'était la vraie expérience, la véritable richesse du voyage. Ça va peut-être vous paraître niais, mais je pense que c'est vrai dans les déplacements, comme dans les choix de vie qu'on fait en général. Le chemin pour parvenir compte autant, voire plus que l'arrivée, et il ne nous laisse vraiment pas la même fierté en bout de course. Et encore, j'imagine que cette sensation d'effort et de gratification, elle est encore décuplée avec le voyage en vélo ou à pied, où tu es encore plus acteur de ton voyage, contrairement à cette sorte de passivité distante qu'implique l'avion dans le voyage. Nous, on a choisi de pas trop parler du voyage à vélo dans ce podcast, tout simplement parce que ce n'est pas encore quelque chose qu'on pratique, et on préférait vous donner des conseils sur ce qu'on a déjà testé. Et voilà, on arrive déjà à la conclusion de ce podcast, donc voilà quelques points essentiels à retenir avec lesquels on a envie que vous quittiez cet épisode. Bon, se déplacer en mobilité douce, c'est un choix de vie, mais c'est aussi un choix de société. De quel modèle de société voulons-nous ? D'un système où le voyage dénature les paysages, cause des problèmes environnementaux et humains, ou d'un modèle un peu plus durable ? En fait, soit on réduit de nous-mêmes volontairement les émissions liées à nos déplacements, soit la contrainte physique de diminution des ressources s'en chargera pour nous, tôt ou tard, puisque le mode de déplacement actuel, vous le savez, ne peut être maintenu dans la durée. On a donc besoin de changements de comportement individuels, apprendre à se satisfaire de voyager moins loin, moins souvent, via d'autres modes de transport que l'avion. Mais attention, il ne faut pas faire reposer tous les efforts sur les consommateurs et les consommatrices. Il faut aussi exiger une régulation plus forte au niveau national et international. Concrètement, ça pourrait passer par l'interdiction des vols domestiques sur le territoire national et par une fiscalité plus équitable entre avions et trains.
notamment avec la suppression des subventions aux compagnies aériennes et aux aéroports, car vous le savez peut-être pas, mais les compagnies aériennes ne payent pas de taxes sur le kérosène, ni la TVA sur les vols internationaux. Les compagnies ferroviaires doivent, elles, payer des taxes sur l'énergie, la TVA, et des péages ferroviaires conséquents dans la plupart des pays. Pour info, en 2022, le manque à gagner lié aux avantages fiscaux du secteur aérien, donc ce que je disais, la TVA réduite, l'absence de taxes sur le kérosène et toutes les autres failles du marché carbone, il est estimé à 4,7 milliards d'euros par an pour la France. Avec cette somme-là, autant dire qu'on pourrait relancer quelques trains de nuit. Et c'est déjà la fin d'Éveille ta ville. Dans cet épisode bonus, on vous a proposé tout un éventail de solutions pour voyager sans avion en Europe et sans devoir vendre un organe pour financer tout ça. Dans le prochain épisode bonus, on reviendra sur notre démarche journalistique. On vous expliquera les raisons pour lesquelles on s'est lancé dans cette aventure un peu folle de Tour d'Europe en podcast. On vous partagera notre vision d'un journalisme alternatif qui contribue à changer le monde. Si cet épisode vous a appris des choses, je vous invite à prendre quelques secondes pour nous laisser un like ou 5 étoiles selon la plateforme d'écoute que vous utilisez. Si vous faites partie des meilleurs, vous nous laisserez aussi un petit commentaire. Ça nous encourage beaucoup à poursuivre notre travail d'information qui est, je le rappelle, gratuit et accessible à tous. Si vous avez des proches intéressés par les thématiques du voyage, de l'écologie, du social et qui ont envie d'agir, touchez-leur un mot du podcast. Enfin, pour découvrir les coulisses de notre voyage en Europe et plein de contenus exclusifs, rendez-vous sur notre Instagram @aether.narratio, aether.nawratio. Merci à nos auditeurs et à nos auditrices qui prennent le temps de faire ne serait-ce que l'une de ces actions, ça nous aide énormément. Bien sûr, on attend vos retours et vos encouragements si vous souhaitez une saison 2. Allez, à lundi prochain dans Éveille ta ville, le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition.